Bienvenue sur la chaîne Macabre Crime. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous serez averti chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo et vous pourrez la regarder de première main. Laissez dans les commentaires si vous préférez les affaires criminelles ou surnaturelles. Aujourd'hui, nous tenons à vous prévenir que le cas dont nous allons discuter est un peu lourd. Parlons du parc Maniac. Le délégué chargé du dossier a décrit le criminel comme un véritable prédateur, semblable à un animal à la recherche de sa proie. Il a fait ses victimes au parc do Estado, à São Paulo, et l'enquête était déjà en cours lorsque la dernière victime, Selma, a été retrouvée. Son corps a été laissé dans une position spécifique, indiquant clairement qu'elle n'était pas simplement morte de cette façon. À côté d'elle, il y avait un autre cadavre en décomposition avancée. Le coroner a reçu les corps des deux femmes comme étant inconnus en raison de leur état de décomposition avancée. Environ 2 jours plus tard, 2 autres corps de femmes ont été retrouvés, également côte à côte. La police a commencé à cartographier les lieux des attaques et s'est rendu compte que certaines victimes avaient été emmenées dans le même parc, mais qu'elles avaient survécu malgré le viol. L'une de ces survivantes a passé un appel avant de disparaître, signalant qu'elle descendait du métro et qu'un homme l'avait approchée en lui proposant une carrière de mannequin pour une entreprise de cosmétiques. Elle a appelé sa cousine pour l'informer de la rencontre, en utilisant un code entre les deux pour indiquer son intérêt pour l'homme. Le cousin a décrit l'homme à la police comme étant probablement âgé d'une trentaine d'années, à la peau foncée et en bonne forme physique. Sur la base de ces informations, la police a réalisé un croquis et l'a diffusé aux médias. Une femme, qui a demandé à garder son identité confidentielle, a rapporté qu'elle avait été approchée par un homme très similaire à la station de métro Serra. Il a promis plusieurs choses, disant qu'elle était très belle et qu'elle pourrait devenir mannequin. Cette proposition ne l'intéressait pas, mais il l'a suivie hors du métro. Lorsqu'elle a menacé d'appeler la police, il s'est retiré mais a laissé une carte avec le nom de Jean et un numéro de téléphone. La police a appelé le numéro et a découvert qu'il était lié à une entreprise de messagerie à moto. Sur place, le propriétaire a reconnu l'homme mais a déclaré qu'il ne s'appelait pas Jean et qu'il avait quitté brusquement son emploi. C'est ainsi que le parc Maniac a été identifié comme Francisco de Tassi Pereira était un homme qui savait attirer l'attention. Il a eu une enfance mouvementée, ce qui est courant dans les cas de psychopathes et de tueurs en série. Fils cadet d'un pêcheur, Francisco et sa famille déménageaient constamment à cause du travail de son père. Il pêchait avec son père et effectuait d'autres petits travaux pour gagner de l'argent, mais il lui arrivait parfois d'avoir un comportement violent. Son grand-père l'emmenait dans un abattoir, où il voyait des vaches être abattues, ce qui l'avait probablement traumatisé lorsqu'il était enfant. Cette habitude de voir des animaux se faire tuer se reflétait dans son comportement, et un jour il rapporta à la maison un petit oiseau qu'il avait lui-même tué. Sa grand-mère l'a grondé, mais il ne semblait pas avoir d'empathie ni de remords. Il existe une histoire avec 2 versions. Certaines sources disent qu'il s'agissait d'une ex-petite amie, tandis que d'autres affirment qu'il s'agissait simplement d'une femme avec qui il avait une liaison. Francisco était très doué en patinage et a remporté plusieurs prix, ce qui lui a valu le surnom de Chico Estrella. Lorsqu'il patinait, Francisco a rencontré une femme qui, un jour, lui a mordu le membre, lui causant une douleur permanente et une certaine impuissance sexuelle. Malgré cela, il a continué à se produire dans des spectacles de patinage au parc d'Ibirapura. Par la suite, il a commencé à travailler comme coursier à moto et était très apprécié des patineurs et des autres coursiers à moto. Il avait une petite amie qui, dans des interviews ultérieures, a révélé que Francisco l'attaquait presque quotidiennement. Cela montre à quel point sa violence s'intensifiait et pouvait éventuellement conduire au meurtre. Un incident avec un collègue a également mis en lumière son comportement agressif. Lors d'une plaisanterie sur l'homosexualité, Francisco a réagi violemment et a battu son collègue. On rapporte que Francisco était bisexuel et très séduisant, capable de s'adapter aux attentes de ses victimes. Il a également déclaré, lors de certains entretiens, que lorsqu'il était enfant, une tante l'avait agressé sexuellement. Cette tante, à son tour, a nié toutes les accusations lors d'entretiens après son arrestation. À partir de 1996, des informations ont commencé à apparaître à São Paulo sur des femmes abusées sexuellement par un homme qui les avait attirées en leur promettant une carrière de mannequin. Il a dit qu'ils auraient un avenir prometteur en tant que modèle photographique et leur a suggéré d'aller dans un parc pour prendre quelques photos. Dans le parc, après avoir traversé une clôture de barbelés, il les emmenait dans une clairière où il montrait souvent d'autres corps et leur disait qu'ils devaient faire ce qu'ils voulaient,
sinon il finirait de la même manière. À cause de son impuissance sexuelle, Francisco. Souvent, il était parfois incapable de terminer l'acte. Au lieu de cela, il les violait et embrassait souvent leur corps pendant des heures. Aucune trace de sperme n'a jamais été trouvée sur les victimes. Ces victimes, en général, avaient un profil similaire. Des brunes, âgées de 19 à 23 ans, certaines aux cheveux longs et d'autres aux cheveux courts. Francisco revenait au parc les jours suivants pour visiter les cadavres avant leur arrivée. Un état de décomposition avancé. Une ex-petite amie, dont il était très amoureux et qui est tombée enceinte de lui, a profondément marqué Francisco. Elle lui a interdit de voir leur fils et la police a constaté que beaucoup des femmes qu'il avait tuées avaient une apparence similaire à celle de son ex-petite amie, ce qui suggère que sa colère et sa violence auraient pu commencer là. L'une des premières victimes a été approchée au commissariat de Jabacara. Du métro, après avoir passé Noël avec ses parents. Elle a été étranglée dans le parc do Estado et violée, marquant le début d'une série de crimes brutaux qui ont choqué la ville de Sao Paulo. Maintenant, pour en revenir au moment où le patron de Francisco a découvert qu'il avait disparu, le seul indice qui restait était une lettre laissée par Francisco. Dans ce document, il remerciait son patron pour tout, mais lui disait qu'il devait partir. À ce moment-là, le portrait de Francisco circulait encore dans les journaux et le patron a révélé à la police que ce n'était pas la première fois qu'il était recherché par les autorités. Auparavant, Francisco avait déjà été recherché par le commissariat des personnes disparues. La disparition d'une prétendue petite amie, Isadora, la même année. Francisco faisait l'objet d'une enquête parce qu'il avait été retrouvé dans un magasin de surf et de skate, en train d'essayer d'acheter un casque avec un chèque d'Isadora. Interrogé sur le chèque, il a affirmé qu'elle le lui avait donné pour acheter le casque en cadeau. Cependant, c'était un autre de ses mensonges, car Isadora n'était pas une petite amie, mais plutôt une de ses victimes. Francisco a été emmené pour interrogatoire, mais a finalement été relâché faute de preuves concrètes, car il n'y avait aucun organisme pour l'incriminer. La police a néanmoins obtenu une photo de lui pour poursuivre son enquête. Ils se sont rendus au domicile des survivants qui avaient déjà signalé des attaques similaires. Dans la maison de la première victime, plusieurs photos de suspects étaient étalées sur une table, et elles désignaient directement Francisco, ce qui apporta un grand soulagement et une confirmation aux enquêteurs. La même identification s'est produite avec d'autres survivants, ce qui a amené la police à décider qu'il s'agissait d'une victime. Il était temps d'assigner Francisco à témoigner. Entre-temps, le patron de Francisco a appelé les enquêteurs et leur a montré des toilettes cassées, où ont été trouvés un morceau d'os de bœuf et la carte d'identité de Selma, la dernière victime. L'affaire était déjà médiatisée, laissant tout le monde paniquer. Et désespéré de retrouver Francisco, qui avait fui. Un psychiatre a aidé à déterminer les endroits possibles où il pourrait se trouver. Enfin, une chaîne de télévision a annoncé que l'homme le plus recherché du Brésil avait été retrouvé dans le Rio Grande do Sul, près de la frontière. Lorsque la police l'a retrouvé, Francisco a déclaré qu'il n'était pas coupable, se présentant comme une victime. Il dit « Si la loi humaine m'accuse d'avoir tué, qu'il en soit ainsi ». Après que son arrestation préventive ait été ordonnée, Francisco a demandé à parler au chef de la police et a décidé d'avouer. Il a détaillé chacun des crimes et a promis d'emmener la police sur les lieux où se trouvaient les corps. La plupart des corps avaient déjà été retrouvés, mais il a fourni plus de détails. Dans le parc, alors qu'il guidait la police, son comportement a complètement changé. Il ressemblait à un prédateur à la recherche de sa proie. À environ 500 mètres à l'intérieur du parc, dans la première clairière, Francisco a raconté que, alors qu'il traversait la clôture de barbelés avec la victime, il avait commencé à la juger, en se demandant comment elle pouvait entrer dans un endroit. Se garer avec un inconnu. Il les a attaqués et humiliés, montrant d'autres corps pour les avertir de ce qui se passerait s'ils n'obéissaient pas. Environ 200 mètres plus tard, dans une autre clairière plus petite, il a indiqué où se trouvait le corps d'Isadora. La police a retrouvé son squelette et a procédé à un examen sur place. Avant que Francisco ne soit identifié, certaines personnes ont trouvé les corps par hasard. Un garçon, à la recherche de son cerf-volant, et un homme, installant des pièges à oiseaux, sont tombés sur des scènes macabres. Les victimes présentaient des signes d'étranglement et de morsure, ce qui a permis à la police de dresser un profil du tueur. Les moules de morsure et un examen dentaire sur Francisco ont été cruciaux pour l'incriminer, comme dans le cas de Ted Bundy. Francisco a avoué qu'il avait mordu les victimes alors qu'elles étaient encore en vie, ressentant le besoin d'arracher des morceaux de chair.
Les premiers rapports faisant état de crimes remontaient à 1996, les survivants décrivant des agressions violentes, des viols et des étranglements. L'une des victimes a raconté une histoire effrayante. Après avoir été attaquée, Francisco lui a ordonné de compter jusqu'à 2000, menaçant de la tuer si elle s'arrêtait avant ou s'il était toujours là. Elle a obéi, après avoir terminé le décompte, elle a réussi à s'enfuir. Désespérée et nue, la victime a couru dans une rue, où elle s'est jetée devant les voitures à la recherche d'aide. De nombreux conducteurs ont fait un écart, mais un chauffeur de bus s'est arrêté, l'a emmenée et l'a recouverte d'un manteau. Elle a été emmenée au commissariat voisin. Il existe de nombreuses autres histoires horribles sur les victimes de Francisco, notamment celle d'une jeune fille de 16 ans qu'il a trouvée devant une galerie de musique et emmenée dans le parc. Un jour fatidique, Francisco s'est perdu dans le parc et a forcé l'une de ses victimes à y passer tout son temps. Nuit avec lui. Durant cette longue et terrible nuit, elle fut constamment attaquée. Vous devez vous demander comment ces femmes ont pu se laisser si facilement tromper par lui. Selon Francisco lui-même, il avait une méthode infaillible. Il remarquait quand une femme traversait des difficultés, remarquant généralement qu'elle marchait la tête baissée. Il s'approchait alors, feignant la sympathie et la compréhension, et commençait à parler. Les victimes pensaient qu'elle recevait de l'attention et de l'empathie, mais en réalité, Francisco collectait des informations à leur sujet. Par exemple, si une femme disait aimer les avions, il se présentait comme pilote. Si elle aimait le cinéma, il dirait qu'il était acteur. Cette capacité de manipulation est caractéristique des psychopathes, qui sont souvent utiles en cas de besoin. Une histoire qui m'a particulièrement choquée concerne l'une des victimes que Francisco a brutalement agressée. Il a raconté cet épisode sans aucune émotion, comme s'il s'agissait d'une conversation banale. Francisco frappait beaucoup le visage de la femme, la dominant complètement. Il se souvenait de lui avoir crié dessus, et elle était figée, rien qu'en le regardant, ne sachant pas comment réagir. Dans un moment de soumission, elle ne demanda qu'une seule chose, « S'il vous plaît, ne me frappez pas le visage ». Cette supplication surprit Francisco, qui s'attendait à une réaction plus désespérée. Il a alors décidé d'accéder à sa demande, en arrêtant de la frapper au visage, mais les violences n'ont pas cessé. Il a pris un lacet ou une corde, quelque chose qu'il pouvait utiliser comme arme improvisée, et l'a placé autour de son cou, mettant fin fatalement à l'assaut. Ces rapports montrent la froideur avec laquelle Francisco a opéré, manipulant et dominant ses victimes jusqu'à la dernière fois. L'histoire de Francisco révèle comment les psychopathes peuvent utiliser leur charme et leur intelligence pour attirer et détruire des vies, laissant une marque indélébile de douleur et de souffrance. L'une des histoires les plus choquantes est celle d'une femme qui, après une longue nuit d'agression, a simplement demandé à Francisco de le faire. Épargner son visage, résigné à ce qui allait arriver. Lors de son transfert, Francisco a demandé aux policiers de sortir un moment et de fumer. Entre-temps, une femme s'est approchée et lui a demandé de lui parler. Francisco l'a permis et la police l'a autorisé. Dès qu'il l'a vue, il a semblé se transformer. La femme, très nerveuse, lui a demandé pourquoi il avait fait cela et s'il allait la tuer aussi. Francisco a changé l'histoire en affirmant que les forces l'avaient contraint à commettre ces crimes, s'est excusé et a demandé pardon. À la fin de la conversation, la femme est sortie en pleurant, lui a demandé si elle pouvait l'embrasser sur le front et est partie. Francisco a demandé une autre cigarette, puis est revenu à la normale. Francisco a nié toute implication avec les victimes survivantes, assumant seulement les crimes des femmes qu'il avait tuées. Il s'est justifié en parlant de religion, se disant victime des forces du mal qui lui ont fait commettre des actes terribles. Il a été jugé et reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, totalisant une peine de 208 ans dans un pénitencier de l'intérieur de Sao Paulo. Initialement, la peine maximale au Brésil était de 30 ans, ce qui aurait signifié sa libération en 2028. Cependant, avec le passage à 40 ans, cette date a été repoussée à 2038. Son propre avocat a déclaré qu'il ne pouvait pas être libéré car il est probable qu'il commette d'autres crimes. En prison, Francisco a développé l'obésité parce qu'il ne sortait pas pour bronzer et préférait ne pas interagir avec les autres prisonniers. Il partage une cellule avec 11 autres détenus. Un aspect surprenant de cette histoire est qu'après son arrestation, Francisco a reçu plus d'1 millier de lettres d'admirateurs. Dans l'un d'eux, une femme écrivait « Francisco, ne laisse pas la tristesse t'envahir et enlever l'éclat de tes yeux. Crois en Dieu, tu n'es pas et ne seras jamais seul. Jésus t'aime, ta mère et ton père. Aussi, et surtout moi. »
Une autre lettre disait « Pour l'instant nos baisers sont comme ça, mais j'ai vraiment envie de t'embrasser. Je pense que tu me manques. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te désire, je te veux corps et âme, et pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Je souffre. » Il a fini par se marier en prison avec une femme qui ne l'avait vu qu'une seule fois auparavant, lors de son procès en décembre 2000. Il a même été présumé mort en prison. Émeute, car il a prêté serment à mort par d'autres personnes arrêtées. Pedrinho Matador, un autre tueur en série brésilien, a donné des interviews disant qu'il voulait tuer Park Maniac. Aujourd'hui, Francisco dit qu'il se considère comme une personne normale et qu'il est vivant grâce à sa foi. Sa femme consacre son temps à résoudre les problèmes juridiques auxquels il est confronté aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous êtes aussi choqués que moi. C'est absurde. J'espère vraiment qu'il ne sortira pas de prison. Je resterai ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à bientôt dans la prochaine vidéo.